quand on se regarde, on se désole, et quand on regarde le reste du Canada, on se console, je vous dirais que ma présentation se situe plutôt dans « quand on se regarde, on se désole ». Je vous avertis tout de suite. Alors, le rapport d'amour tabletté, vraiment, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à peu près dans la même période de l'année, l'an passé, on attendait avec impatience les conclusions du rapport d'experts. Je dis experts, là. Le rapport d'amour. Donc, on attendait le rapport d'amour il y avait beaucoup de retard. Notre séminaire a eu lieu, le rapport est sorti quelques jours après seulement. On avait tout organisé le séminaire en fonction de la sortie du rapport et malheureusement, on s'est fait jouer un tour et donc aujourd'hui, on va vous présenter le rapport d'amour. C'est un peu l'objectif qu'on a. Oups, j'essaie de faire avancer. C'est trop ça. Je ne voulais pas vous le montrer tout de suite, lui. Oui, c'est ça. Pourquoi ça ne marche pas? Voilà. Bon. Alors, donc, aujourd'hui, ce que je m'apprête à faire avec vous, c'est vous présenter les principales recommandations du rapport d'amour. Donc, aussi ce qui a été retenu suite à la commission parlementaire, le plan d'action du gouvernement et le processus de restructuration qui a été présenté par Agnès Maltais, donc la mise en place des 3 forums, et par la suite, très rapidement, le projet de loi 79 et les positions défendues par la FTQ. Pour terminer, on va aborder la question des régimes du secteur privé, où il y a plusieurs enjeux présentement. Les discussions sont toujours en cours dans le forum du secteur privé, donc on va regarder ensemble ce qui se dit à ces tables-là, mais aussi les enjeux qu'on voit poindre à l'horizon pour ces types de régimes. Alors, le rapport d'amour. Vous vous souvenez de M. Damour, Alban Damour, de son prénom, celui de la Caisse des Jardins. Donc, c'est lui qui était président du comité d'experts sur l'avenir du système de retraite québécois. Il était assisté par 6 personnes, René Baudry, Luc Godbout, professeur fiscaliste à l'Université de Sherbrooke, Claude Lamoureux, de chez Teacher, Maurice Marchand, Bernard Morancy de la Caisse de dépôt et placement, Martin Rochette, qui est un avocat chez Norton Roses, qui est la firme d'avocats du Conseil du patronat. Que remarquez-vous dans cette belle palette de personnes? Il n'y a pas de femmes. Est-ce qu'il y a des représentants du mouvement syndical, mouvement communautaire? Est-ce qu'il y a des représentants des jeunes? Est-ce qu'il y a des représentants des personnes âgées? Non. Ce que je veux dire, c'est que quand même, la composition du comité d'amour qui a été mis sur pied par le gouvernement libéral, on ne peut pas dire que c'était très en lien. Il n'y avait pas grand monde au sein de ce comité-là pour défendre les intérêts du mouvement syndical et de la population en général. Et pas de femmes, c'est quand même important de le souligner. Ils ont accouché d'un rapport qui, puis là, je pense que ça va être un petit peu difficile de lire tout ce qu'il y a dans cette pyramide-là. C'est la pyramide qui a été fournie directement par le rapport d'amour. Donc, ils ont abouti à 21 recommandations qui touchaient principalement 3 thèmes. Claude en a parlé ce matin, la rente longévité, les mesures pour les régimes à prestations déterminées et les mesures favorisant l'épargne individuelle. La rente longévité, je ne vais pas m'attarder sur le sujet parce que Claude en a bien parlé ce matin, mais disons que c'était une création toute québécoise que cette rente-là. C'était une réponse, en fait, faite par ce comité d'experts-là à nos revendications de bonifier le régime de rente du Québec. Donc, c'était vraiment la réponse. Donc, vous savez déjà que c'est une rente qui est disponible à partir de 75 ans, qu'elle est financée par l'employeur, par les travailleurs, et que c'est une rente qui serait pleinement capitalisée. Donc, je n'ai pas besoin de vous dire que le mouvement syndical n'était pas très en faveur de cette innovation-là, et j'ai bien hâte de voir, Sylvain, comment le Canada anglais va accueillir cette proposition-là, parce que quand on nous l'a présenté, cette recommandation-là, bien, on nous disait que le gouvernement allait prendre le bâton du pèlerin pour aller vendre cette magnifique idée dans le reste du Canada. Il ne faut pas oublier qu'une rente disponible à partir de 75 ans, bien, c'est accessible à qui?
Bien, selon un graphique ici, selon des statistiques de Statistique Canada, c'est une rente qui serait disponible seulement à 70 de la population parce que les autres meurent avant. Donc, on va contribuer toute notre vie pour une rente qui va être disponible à partir de 75 ans quand, pour les plus pauvres, donc les 30 de personnes les plus pauvres, sont déjà morts. Pas besoin de vous dire que ce n'est pas une proposition qui est très, très, très intéressante. Qu'est-ce que le gouvernement en a retenu de cette proposition-là? Parce qu'évidemment, en commission parlementaire, ça, c'était le rapport d'Amour, hein, il arrivait avec cette proposition-là. Mais en commission parlementaire, de multiples groupes, dont la Fédération des femmes du Québec, dont la FTQ, dont plusieurs, et l'IRIS notamment aussi, se sont présentés en commission parlementaire pour dire que cette proposition-là n'est pas à la hauteur du Québec, qu'on doit faire mieux, faire plus. Et ça veut dire, ça, bonifier le régime de rente du Québec tel que le demande la FTQ et plus de 100 groupes communautaires ici au Québec. Donc, le gouvernement n'a pas pu ne pas en tenir compte dans ses conclusions et dans ses recommandations. Et en regard de la rente longévité, la conclusion qu'il a retenue, c'est que des études plus approfondies soient faites sur les propositions relatives à la rente longévité, à la bonification du régime de rente du Québec. Donc, c'est toujours présent. Puis, je ne vous apprends rien en vous disant qu'on n'a pas encore réglé cette question-là. Puis, Claude et Sylvain nous en ont abondamment parlé dans la présentation précédente. Au niveau des régimes à prestations déterminées, puis il faut dire que la commande de départ qui était donnée au comité d'experts sur l'avenir de la retraite, c'était ça. C'était pas de réfléchir à l'avenir du système de retraite, c'était de réfléchir aux problèmes que connaissaient les régimes à prestations déterminées. Donc, évidemment, cette section-là, c'est celle où il y a le plus de recommandations, c'est celle où ils se sont attardés le plus longtemps. C'est avec l'arrivée du Parti québécois qu'Agnès Maltais a demandé à ce qu'on élargisse le mandat du comité pour réfléchir à l'ensemble de la structure de la sécurité financière à la retraite des Québécois et des Québécoises. Donc, mesures pour les régimes à prestations déterminées, il y avait 15 recommandations dans le rapport d'Amour. Il y avait des recommandations qui touchent le financement de nos caisses de retraite à prestations déterminées, sur le partage de risques, sur la restructuration, puis on va y revenir à la fameuse restructuration, et au passif des personnes retraitées. Donc, il y avait 15 recommandations qui touchaient à ces 4 sujets-là. Au niveau du financement, on nous proposait la capitalisation, puis je vais y revenir, la capitalisation améliorée. On nous proposait des règles de financement identiques pour le secteur privé et public, puis je peux vous dire que ça l'a crié fort en commission parlementaire. On nous proposait des règles entourant l'utilisation des excédents d'actifs. La capitalisation améliorée, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est on nous proposait une nouvelle méthode de financement avec des rendements espérés plus bas et avec 2 taux d'actualisation, une pour les retraités puis un pour les personnes actives. Donc, ça avait comme impact d'augmenter le coût du service courant de nos régimes de retraite d'à peu près 20 %. Évidemment, on utilisait les taux d'actualisation en fonction des obligations corporatives qui sont un petit peu plus élevés que ce qu'on utilise présentement en solvabilité. Et évidemment, quand on utilise une méthode comme celle-là, mais ça a comme conséquence de mettre en péril un peu plus nos retraités en cas de faillite d'entreprise. Un petit tableau ici au niveau des règles de financement identiques. Donc, juste pour qu'on se remette dans le bain tout le monde ensemble, présentement, le secteur universitaire, le secteur des municipalités, les CPE, sont soumis uniquement à la capitalisation. C'est quoi la capitalisation? C'est qu'on présume qu'il n'y aura pas de faillite dans une entreprise comme celle-là. Donc, on visualise un financement sur du très, très, très long terme. Donc, ça, c'est la capitalisation. Et c'est sur cette base-là qu'est financé le secteur universitaire, municipal et les CPE. Au niveau du secteur public et Hydro-Québec et la CCQ, on utilise 2 tests pour vérifier la santé financière de nos régimes de retraite. Donc, on regarde évidemment sur du long terme si on est capable de remplir nos promesses. L'autre façon de faire, c'est qu'on s'imagine que le régime de retraite termine maintenant. On regarde si on a assez d'argent dans notre régime de retraite pour être capable de payer les promesses
qu'on a déjà faites à l'intérieur du régime. Quand il y a eu des problèmes suite à la crise de 2008, nos régimes étaient en grand problème au niveau de la solvabilité dans le secteur privé. Donc, c'est ce que le comité d'Amour recommandait, c'était d'abolir la solvabilité, mais d'avoir une méthode de financement, dans le fond, qui est un petit peu à mi-chemin entre les deux, la capitalisation améliorée. Qu'est-ce que ça avait comme impact au moment du dépôt du rapport d'Amour, qui était en 2012? 2012? Oui, c'est ça, 2013. 2013. Donc, ça ressemblait à peu près à ça. Nos régimes qui étaient assujettis à la solvabilité, comme vous le voyez ici, avaient une capitalisation de 90 %, une solvabilité de 75 %, et pour la capitalisation améliorée, ça nous donnait 80 %. Donc, on améliorait, dans le secteur privé, on améliorait notre sort. Au niveau des régimes qui étaient soustraits à la solvabilité, donc on ne considérait pas, la capitalisation, donc on considérait uniquement la capitalisation, la solvabilité, on ne la finançait pas, même si elle était très basse. La capitalisation améliorée amenait vraiment une détérioration de ces secteurs-là, puis on n'avait vraiment pas besoin de ça. Donc, dans le secteur public, cette mesure-là était vraiment une catastrophe, alors qu'à l'époque, puis je dis bien à l'époque parce que ça a changé depuis, l'arrivée de la capitalisation améliorée représentait une bouffée d'air pour les régimes qui étaient soumis à la capitalisation. Qu'est-ce que le gouvernement en a retenu de tout ça? Au niveau du secteur privé, on a dit oui à la capitalisation améliorée après la commission parlementaire, mais des ajustements sont nécessaires. Parce que quand il y a eu le dépôt du rapport d'Amour, tout le monde était prêt à dire, bon, la capitalisation améliorée, c'est quand même mieux que la solvabilité, mais ce n'est pas parfait. Il y a eu à peu près consensus en commission parlementaire pour dire qu'il fallait améliorer cette mesure-là. Donc, ils l'ont appelée la capitalisation améliorée au carré, donc améliorer. Au niveau du secteur public, je peux vous dire qu'il y a eu une levée de bouclier pour dire qu'on ne devait pas assujettir, augmenter le fardeau sur les municipalités du secteur universitaire. On considère que le secteur public, ce sont des secteurs qui sont périns, donc qui ne menacent pas de faire faillite dans un avenir rapproché, en tout cas, ici au Québec, en tout cas au Canada. Donc, on n'a pas d'historique de faillite de municipalités très développées. Et on demandait à ce que les règles de financement actuelles soient maintenues. Et c'est l'orientation que le gouvernement en a fait. En commission parlementaire, il y a aussi des groupes qui avaient des choses à demander. Et je peux vous dire que la question des régimes à prestations cibles, on a vu avec Sylvain tout à l'heure que dans le reste du Canada, c'est déjà relativement bien établi. Ici, ça n'existe pas encore, sauf pour le secteur du papier ou dans certaines entreprises du secteur du papier. Donc, je vous dirais que c'était une question qui a été soulevée à plusieurs reprises par différents partis. Donc, dans le rapport d'Amour, puis je vous cite ce qui est écrit dans le rapport d'Amour, pour le comité d'experts, les nouveaux modèles de régime, dont les régimes à prestations cibles, peuvent répondre aux besoins des employeurs et des employés dans un contexte de partage de risques entre employeurs et employés. Donc, très clairement, le comité d'Amour, le rapport d'Amour, mettait de l'avant les régimes à prestations cibles. La restructuration des régimes PD, ça, c'est quand je dis qu'on se désole, là, on est un peu là-dedans. Restructuration, donc on recommandait de restructurer les régimes à prestations déterminées pour rassurer leur pérennité. Ça voulait dire quoi? Grosso modo, dans la tête du rapport d'Amour, restructurer, ça voulait dire réviser ou suspendre certains droits acquis, comme l'indexation, comme les subventions de retraite avant 65 ans, comme les subventions de retraite aux conjoints survivants, comme les bénéfices d'anticipation. Donc, on s'est dit, nos régimes ne vont pas bien parce qu'on s'est fait trop de promesses. Nos régimes coûtent trop cher. Il faut revoir ce qu'il y a dedans. Il faut revoir nos droits acquis, certains droits acquis, pour être capable de permettre à nos régimes de passer à travers la crise. C'est quand même pas rien. Ça veut dire ouvrir la loi sur les régimes complémentaires de retraite et faire ce que la loi n'a jamais permis. Vous enlevez ce qui vous a été donné.
Pouvoir de l'employeur, en cas d'échec, parce que tout ça, le rapport d'Amour le voyait à travers un contexte de négociation. Donc, en cas d'échec des négociations, selon d'Amour, l'employeur peut unilatéralement modifier ou éliminer l'indexation des prestations futures, et ce, pour les participations actives ainsi que les retraités. Donc, on donne un pouvoir à l'employeur de décréter nos conditions de travail, pour le futur comme pour le passé. Ce que la loi n'a jamais permis. Ça ne réagit pas fort. Vous n'avez pas trop mangé, là, c'est ça? J'avais peur vraiment à des problèmes d'estomac après ma présentation. On continue. Gestion des risques et passifs des retraités. Le rapport d'Amour recommandait, puis ça c'est mes mots, c'est pas les leurs, il recommandait qu'on puisse vendre nos retraités aux compagnies d'assurance. Eux, ils disent achat de rente auprès d'un assureur. C'est une question de perspective. Évidemment, quand on se débarrasse de nos retraités, on diminue notre passif. C'est sûr que ça peut être intéressant pour les employeurs qui veulent diminuer l'impact ces bilans financiers. Mais quand on élimine une partie de la caisse de retraite puis qu'on la donne aux assureurs, bien, ça veut dire que le coût du service courant va augmenter parce qu'on fait des gains sur la portion du passif des retraités. On place cet argent-là là, avec du rendement. Donc, on se prive de ces rendements-là dans nos caisses de retraite. Ça a un impact important sur combien coûtent les promesses qu'on va faire par après. Puis ça coûte cher acheter une rente auprès d'un assureur. Je ne sais pas si vous avez déjà magasiné ça, là, mais c'est hors de prix. Acheter une rente auprès d'un assureur, surtout par les temps qui courent, ce n'est pas quelque chose qui est accessible. Donc ça, c'était la première proposition. La deuxième, c'était la création d'un compte distinct. C'est la même logique. Ce que ça veut dire, c'est qu'on prend le passif des retraités, on prend toutes les promesses qui sont faites à nos retraités, on met ça dans un sac, puis on met ça avec une politique de placement très, très, très conservatrice, sans espoir de rendement. Donc, encore une fois, ça amène une augmentation du coût du service courant pour notre caisse de retraite. Ça ne parle pas fort non plus. Mais ça, on a un problème parce que nous, effectivement, la FTQ, on s'est positionné contre ces mesures-là, mais il y a d'autres organisations syndicales qui se sont prononcées en faveur. Je ne nomme pas. Autre mesure pour les régimes à prestations déterminées, puis ça, je dois vous dire qu'elle a fait jaser beaucoup cette mesure-là, l'abolition obligatoire des subventions de retraite avant 55 ans. Ça, c'est... oui, tout à fait. Et finalement, la troisième partie, j'essaie de passer vite sur le rapport d'Amour parce qu'évidemment, ce n'est pas tout qui a été repris là, dans les forums qui ont été mis en place. Finalement, la troisième grande section du rapport d'Amour, c'était les mesures favorisant l'épargne individuelle. Le comité, puis ça je le cite, le comité d'Amour a recommandé la mise en œuvre rapide du RVER, Régime volontaire d'épargne retraite. Donc, puis il y avait quelques autres mesures qui touchaient l'épargne individuelle, comme celle de décaisser à partir de 75 ans nos REER, la possibilité de décaisser à partir de 75 ans, donc pouvoir garder nos REER plus longtemps, évidemment pour arrimer ça avec la rente longévité, ça se tenait là, leurs affaires, là, tu sais. Donc, on utilise notre épargne jusqu'à 75 ans, puis là, rendu à 75 ans, quand tu es mort, là, bien là, tu peux retirer ta rente longévité pour laquelle tu vas avoir contribué. Grosso modo, le rapport d'Amour, c'est ça. Donc, on peut se poser la question, comme on l'a vu dans les médias, Lessard, au lendemain de la commission parlementaire, Denis Lessard titrait son article de journal « Le rapport d'Amour sur les régimes de retraite sera tabletté ». Qui a entendu ça? À peu près tout le monde a entendu ça. Moi, je l'ai entendu dans toutes les régions du Québec. Le rapport d'Amour, ben non, le rapport d'Amour, ça a été tabletté. Alors, on se pose la question, est-ce qu'il a vraiment été tabletté? Alors maintenant, je vais vous présenter un peu ce qui a été mis en place par la suite. Pas tout de suite après, mais quelques mois plus tard. Projet de loi 39, la loi sur le régime volontaire d'épargne retraite. Projet de loi qui a été adopté relativement rapidement.
qui avait déjà été déposé, d'ailleurs, vous vous souvenez, par Bachan. On l'avait appelé à l'époque la patente à Bachan parce que c'est vraiment par lui que le mal est entré. C'est comme la peste. Maintenant, les forums visant à la restructuration des régimes à prestations déterminées. Agnès Maltais, décembre 2013, avant les fêtes, a annoncé son plan d'action du gouvernement vers des régimes de retraite équitables et durables. La solidarité, une richesse pour le Québec. Donc, ce que propose ce plan d'action, c'est un plan d'action en 2 temps. Le premier, négocier pour la restructuration des régimes. Puis quand on parle de restructuration, moi, quand j'ai entendu parler de restructuration pour la première fois, j'étais contente. Je me disais, on va restructurer nos régimes pour que nos régimes soient à l'avenir préparés à faire face aux variations, qu'on diminue la variation de cotisation dans nos régimes, etc. Je pensais que c'était qu'on puisse donner des outils pour être capable d'intégrer des mécanismes de contrôle, etc. dans nos régimes de retraite. J'étais contente. Mais là, j'ai vu c'était quoi pour elle la restructuration des régimes. En fait, c'était exactement la même chose que pour M. Damour. Donc, c'était la possibilité de réduire les droits reliés aux engagements passés, mais avec une protection de la rente des retraités, quand même. Elle tient à la protection de la rente des retraités, mais on a appris que ça ne concernait pas l'indexation, par exemple. Et dans un deuxième temps, revoir les règles de financement. Donc, il y a eu la mise en place de 3 forums, donc 3 forums de travail, patronal, syndical, puis avec certaines autres personnes qui, à l'occasion, sont présentes, dont Force Jeunesse et la FADOC. Il y a eu un forum pour le secteur privé, un secteur pour les municipalités, un secteur pour le milieu universitaire. J'ai une devinette pour vous. Lequel de ces 3 secteurs pensez-vous qui s'est rencontré en premier? Secteur municipal. Pourquoi? Le bonhomme carnaval, les pressions médiatiques. On a des maires qui sont hyper actifs. Je ne sais pas c'est qui est sur le Red Bull, là, mais c'est-tu les maires? Mais on a vraiment des maires qui ont crié fort, l'Union des municipalités ont crié fort pour qu'il se passe quelque chose dans les régimes du secteur municipal. Excusez-moi. Et je vous dirais que c'est vraiment la table qui s'est rencontrée la première, et c'est celle pour laquelle il y avait un agenda politique très présent et avec une obligation de résultat pour tous les fonctionnaires autour de la ministre. Donc, voilà. Les objectifs des forums, c'est de déterminer les nouvelles règles de financement. C'est la restructuration, proposer des paramètres servant à encadrer la négociation et établir des critères qui vont guider les décisions de la Commission des relations de travail parce que vous allez voir que le gouvernement, finalement, n'a pas tout repris du rapport d'Amour. Comment ça marche? Donc, le gouvernement, suite au rapport d'Amour, suite à la commission parlementaire, a fait son lit, entre guillemets, sur un ensemble de mesures qui vont faire l'objet de 2 projets de loi en commission et suivis d'une commission parlementaire. Premier projet de loi au printemps 2014. C'est quand même bientôt, c'est comme maintenant, ça. Peut-être que l'échéancier va être retardé d'1 mois là, avec la campagne électorale, je ne sais pas. Mais le premier projet de loi devrait traiter de la restructuration et le deuxième projet de loi, à l'automne 2014, sur la méthode de financement des régimes de retraite. Alors, sur quoi ils ont fait leur lit, le gouvernement? Sur quoi il a fait son lit? Au niveau du secteur public. La restructuration, si nécessaire, donc secteur public, on entend secteur universitaire, secteur les CPE, secteur des municipalités, restructuration, si nécessaire, sur une période de 18 mois pour certains régimes. L'orientation qu'ils ont maintenue et qui était originaire du rapport d'Amour, financement 50-50, donc c'est un objectif à atteindre. 50-50, à l'époque du début des travaux, c'était pas clair si c'était pour le coût du service courant en incluant les déficits ou pas, là, c'était pas clair, ça s'est clarifié avec le temps.
Maintien de la capitalisation, donc pas de solvabilité ni de capitalisation améliorée pour le secteur universitaire et municipal. Puis une augmentation de la provision pour écart défavorable ou un fonds de stabilisation et d'indexation. Donc, c'était les principales mesures sur lesquelles le gouvernement s'était positionné. Ça veut dire, on s'en va là, à cette heure, on vous consulte pour savoir comment qu'on s'en va là. Dans le fond, c'est ça la table qui est mise. Au niveau du secteur privé, la même chose, ça se ressemble, il n'y a pas beaucoup de différence. Donc, restructuration sur 18 mois si nécessaire, capitalisation améliorée. Donc, pour le secteur privé, le gouvernement a décidé d'aller vers la capitalisation améliorée, mais améliorée. Il trouve qu'elle n'est pas parfaite telle qu'elle est présentée là, qu'il faut travailler dessus. On augmente la provision pour écart défavorable à 15 %, anciennement était à 7 %. Meilleur encadrement de la gestion des risques. Règles de solvabilité pour encadrer les surplus. Donc, on continue à utiliser la solvabilité pour savoir c'est quand qu'on est en surplus puis qu'est-ce qu'on peut faire avec. La révision des valeurs de transfert. L'acquittement des rentes auprès d'un assureur en cours d'existence du régime. Donc, ils ont acheté les propositions du rapport d'Amour concernant la possibilité de vendre les retraités aux assureurs. Ça, ils ont gardé ça. Ils ont gardé finalement beaucoup des recommandations du rapport d'Amour. La restructuration. Donc, la restructuration, qu'est-ce qu'on en dit? Délai maximum de 18 mois, 6 mois de négociation. Donc, si vos régimes répondent à certains critères qu'on va regarder qui ne sont pas encore déterminés, si vos régimes répondent à certains critères, vous avez 6 mois pour négocier avec vos employeurs pour arriver à une entente. Si au bout de 6 mois, il n'y a pas d'entente, bien, il y a un conciliateur qui est nommé et vous allez travailler pendant 6 mois avec un conciliateur sous l'égide du ministère du Travail. Si après ce 6 mois-là, il n'y a pas eu d'entente, il y a une nomination d'un commissaire, donc il va y avoir une décision de la CRT. Ça, c'est le programme qui a été défini par le gouvernement. Quand on parle de l'ouverture à la restructuration, on ne parle pas ici d'un bar ouvert, on ne parle pas d'une mesure qui va être ouverte vitam aeternam, parce qu'on s'entend qu'on vient d'ouvrir la loi sur les régimes complémentaires de retraite et permettre des choses qui n'ont jamais été permises auparavant, réduire des droits acquis. Donc, on permet ça dans le cadre de la négociation. Donc, one-shot deal, il y a une période très courte, très délimitée dans le temps, où nos régimes de retraite vont pouvoir faire des choses qu'ils n'ont jamais faites avant. Donc, possibilité de toucher le service passé et de redessiner le futur. Modalité, conclusion ouvrant au processus à déterminer. Donc, les tables doivent déterminer c'est quoi qui est un régime en difficulté, puis bon, ça devrait être quoi les critères à atteindre. Je vous ai mis ça ici, le processus de restructuration, vous allez l'avoir sur Internet, mais on a des dates qui probablement vont commencer à être décalées là, à cause de la campagne électorale. Mais grosso modo, ce qu'on dit, c'est que la négociation, la période de négociation pour les régimes qui seraient ciblés par ce processus-là débuterait le 1er juillet pour se terminer le 31 décembre. Quand je parle de one-shot deal, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que tout le monde ici, si vos régimes rentrent dans la catégorie des régimes qui sont en mauvaise posture financière, bien, à partir du 1er juillet cette année, vous entrez en négociation juste pour votre régime de retraite. Puis vous avez 6 mois pour vous entendre. Donc, 1er janvier au 31 juin 2015, c'est le processus avec le conciliateur et ainsi de suite là, pour arriver à 18 mois. C'est quoi les positions jusqu'à maintenant qui ont été défendues à ces tables? Pour nous, la protection des droits des retraités en incluant l'indexation, c'est une priorité. On ne doit pas toucher aux retraités, on ne doit pas toucher à l'indexation des retraités non plus. On n'en discute même pas. Évidemment, ce n'est pas tout le monde qui est du même avis, puis je dirais même qu'il y a certaines organisations syndicales qui défendaient d'autres points de vue. Pour nous, c'est important que ce processus-là, ce soit one-shot deal, comme dirait Serge. C'est Serge qui disait ça. Ça arrive juste une fois. OK, peut-être qu'il y a certains régimes qui sont en difficulté, qui doivent être restructurés, d'accord, mais là, vous avez une fenêtre de 6 mois pour le faire.
En plus, les critères qui donnent accès au processus de restructuration doivent être très sévères. Ce n'est pas parce que ta solvabilité est à 95 % que tu rentres dans la machine pour restructurer ton régime. Non. Il faut que les critères soient très limités. Il faut aussi que les pouvoirs de la CRT soient eux aussi encore plus limités, parce qu'on vient porter atteinte au processus de négociation. La FTQ s'est aussi fortement opposée au partage 50-50 dans le secteur public. Il n'y a pas de raison raisonnable d'exiger un financement comme celui-là dans le secteur public. Ça ne tient pas la route. Puis même que ça peut avoir comme conséquence de freiner certaines ententes ou de compromettre certaines ententes qui ont déjà eu lieu dans un avenir très rapproché. La gouvernance, parlons-en de la gouvernance. La gouvernance des régimes de retraite doit être revue en fonction des réaménagements négociés aussi. Si on partage une partie du risque, il faudrait peut-être qu'on soit présent au comité de retraite en conséquence. Et finalement, grande préoccupation pour l'équité intergénérationnelle et les disparités de traitement. Vous savez qu'au dernier congrès de la FTQ, on a voté des résolutions en lien avec les clauses orphelins, ce qu'on appelle les clauses orphelins, notamment dans le dossier des régimes de retraite et des assurances collectives. Donc, on se dit que peut-être que les restructurations, ça pourrait être un moment de réintégrer des orphelins qui sont dans certains régimes, là. Donc, ça pourrait être un moment intéressant pour le faire. Très rapidement, vous savez, le gouvernement a bougé au niveau des municipalités, avant le déclenchement même des élections. Donc, les forums visant à la restructuration des régimes dans le secteur municipal ont très rapidement mené à un projet de loi. Tu sais, dans les coulisses, là, la Régie des rentes du Québec a eu 4 jours pour écrire le projet de loi. Donc, projet de loi 79, qu'est-ce que ça inclut? Parce que ça va donner une idée, ce qu'il y a dans le projet de loi 79 peut donner une idée de ce qu'on va retrouver dans les autres projets de loi qui vont toucher les autres secteurs, sans que ce soit complètement identique, mais on pense qu'il y a des éléments qui vont être repris. Donc, ce qu'il y avait dans ce projet de loi-là, c'est que tous les régimes qui ne répondaient pas à un degré de capitalisation de 85 %, tous les régimes qui avaient une retraite subventionnée d'en bas 55 ans ou à la demande des parties doivent, c'est pas peu, doivent passer à travers un processus de restructuration. Si on avait fait l'exercice au 31 décembre 2012, pour le secteur municipal, il y aurait eu 110 régimes sur 170 à restructurer. C'est quand même beaucoup. On sait que la situation financière des régimes du secteur municipal s'est améliorée. On sait aussi que les tables démographiques nous ont moins aidés. Donc, les nouvelles tables démographiques ont eu un impact négatif sur la capitalisation de ces régimes-là, particulièrement dans le secteur public. Donc, on a hâte de voir au 31 décembre 2013 ce que ça va donner. Mais pour évaluer le degré de capitalisation, ce sont les chiffres du 31 décembre 2013 qui doivent être utilisés. Ça veut dire 110 régimes qui, au 1er juillet, vont entrer du municipal, là, je parle juste du municipal, vont entrer dans une phase de négociation pour revoir le service passé, revoir le service futur, essayer de s'entendre entre les parties, même si l'exercice a déjà été fait. Les objectifs de la restructuration, assainir, puis là je cite, assainir la situation financière du régime et en assurer sa stabilité. Donc, qu'est-ce qu'on vise à travers la restructuration? C'est sûr que si votre régime est à 83 % en capitalisation, ce n'est pas de le ramener à 100 %. Ce n'est pas ça l'objectif de la restructuration. L'objectif, ça va être de le ramener à 85 % qui était le target de départ, donc l'élément déclencheur. L'objectif de la restructuration vise aussi à éliminer les subventions de retraite avant 55 ans, à établir le partage des coûts à 50-50, le coût du service courant. Ça, c'est avant les élections, là. L'abolition des prestations additionnelles. Donc, ce sont les objectifs de la restructuration dans le secteur municipal. Les points positifs de cette restructuration-là, parce qu'il y en a quand même, puis là, je parle toujours dans le secteur municipal, et probablement universitaire, on n'en parle pas parce que le projet de loi n'est pas encore sorti, mais ça pourrait se ressembler un peu. Donc, c'est la fin des congés de contribution.
l'obligation de financer des réserves, donc la PEB. On ne touche pas à la rente de base des retraités, c'est quand même positif parce qu'il y en avait même qui avaient énoncé cette possibilité-là. Et au niveau de la conciliation, je vous ai dit tout à l'heure que ça se passe en 3 étapes, la négo, la conciliation et ensuite la CRT. Bon, au niveau de la conciliation, il y a la possibilité d'être accompagné par 2 assesseurs, un assesseur patronal, un assesseur syndical. Et ces assesseurs-là vont participer à la rédaction du rapport, si jamais il n'y a pas d'entente, et qui vont être soumis par la suite à la CRT. Et un autre point positif, c'est qu'il y a quand même un peu d'espace, puis ça, c'est ce qu'on demande vraiment depuis le début, à ce que ça se passe en négociation. Les points négatifs, bien évidemment, le partage 50-50 obligatoire. Et pour ceux qui ne sont pas soumis à la restructuration, c'est un objectif à atteindre dans une période de 5 ans. C'est la fin de la retraite subventionnée avant 55 ans. C'est aussi le rôle important de la CRT. Ça nous inquiète que la CRT puisse avoir toutes sortes de pouvoirs. Là, c'est quelque chose qui nous inquiète. Et il y a aussi la possibilité de suspendre l'indexation des retraités. Je vous ai dit que ça ne faisait pas partie de la position de la FTQ. On est contre le fait qu'on puisse toucher aux retraités. À ce qu'on nous a dit, par contre, la CRT n'aurait pas le pouvoir de toucher à l'indexation des retraités, donc en ultime recours. Et une autre création qui est quand même surprenante, la Commission des relations de travail peut désigner une personne ayant des compétences en matière de finances municipales pour évaluer la capacité de payer des contribuables. Donc, pour lui porter conseil. Parce que la CRT, ils ne sont pas spécialisés dans les régimes de retraite, ni dans les finances des municipalités, donc ils peuvent s'adjoindre quelqu'un des municipalités. Mais c'est sûr que tout ça, ça ne va pas assez loin. Donc, la Ville de Québec, le maire Labaume, continue à revendiquer de pouvoir décréter les conditions de travail de ses employés municipaux. Donc, je pense que j'ai mis sa photo, là, mais on est tanné de le voir. Voilà. Au niveau des travaux des forums pour les régimes du secteur privé. Alors, tout de suite en partant, je vous l'ai dit tout à l'heure, on s'entendait sur la restructuration et ensuite sur le financement. Au niveau de la table du secteur privé, on a fait le contraire. On s'est dit, on ne peut pas parler de restructuration si on ne sait pas c'est quoi la patinoire sur laquelle on va jouer dans le futur. Donc, on a commencé par parler des règles de financement. Les questions qui sont discutées, je dis en litige, mais en fait, c'est les questions qui sont discutées par rapport au financement, c'est c'est quoi la méthode qu'on doit utiliser? À qui appartiennent les surplus en cas de terminaison? La fameuse question historique, hein, à qui appartiennent les surplus ou en cours de route? Et comment utiliser les surplus quand il y en aura? Il peut en avoir plus vite qu'on pense, c'est le temps d'en parler. Donc, au niveau des méthodes de financement, la position syndicale, c'est qu'il faut choisir une méthode qui vise à stabiliser les cotisations et la protection des rentes des personnes retraitées en cas de faillite ou des travailleurs actifs. Donc, il faut que cette méthode nous permette d'atteindre cet objectif-là. Pour la position patronale, bien pour eux, c'est une méthode qui coûte le moins cher possible et qui permet rapidement des congés de contribution pour l'employeur. Mais non, mais ça paraît 2 objectifs contradictoires, mais qui peuvent peut-être se rapprocher. On essaie de travailler là-dessus, mais peut-être qu'on va réussir à atteindre cet objectif-là. Bien, on ne parle pas là, des congés de contribution à tout prix, ce n'est pas de ça, mais quelque chose qui permet là, vraiment, en tout cas pour nous, d'atteindre nos objectifs, donc de stabiliser les cotisations et la protection des rentes des retraités. La fameuse question de propriété des surplus. À qui ça appartient les surplus? La position syndicale, pour nous, bien, les surplus doivent être utilisés de façon très raisonnable pour consolider la caisse de retraite et pour verser des prestations occasionnelles comme l'indexation, le salaire différé. Pour nous, on est dans une logique de salaire différé. Pour nous, le régime de retraite, c'est du salaire différé. Pour la partie patronale, en haut de la solvabilité, parce qu'on continue de l'évaluer, la solvabilité, même si on ne la finance pas, pour eux, en haut de la solvabilité, bien, ça devient une propriété de l'employeur qui mène à des congés de contribution. Parce que lui, ce qu'il dit, c'est qu'en cas de déficit, bien, c'est moi qui ai la responsabilité d'éponger les pertes.
Donc, c'est deux paradigmes qui sont un peu différents, mais qui ne sont pas irréconciliables. L'appartenance des surplus est une grande question. C'est une question que je dirais, en fait, depuis qu'il y a des régimes de retraite que la question se pose, là. On n'a pas encore, on continue à travailler à cette table-là, dans la table du forum là, sur le secteur privé, pour essayer de clarifier cette question-là, d'essayer d'avoir une approche raisonnable. Parce que, je vais vous dire, au niveau du financement, ce qui est sur la table présentement, c'est ce qui ressemble un peu à ce qui a été adopté dans le secteur municipal. Donc, on est en train de réfléchir à la possibilité d'avoir un régime financier en capitalisation, mais avec une marge importante. Bien là, l'appartenance des surplus pourrait se déterminer en fonction de qui paye quoi. C'est un régime qui est financé complètement par l'employeur, c'est un régime qui est complètement financé par les travailleurs. En tout cas, on est en train de discuter de ça. Je vous dis que c'est des discussions qui ne sont pas toujours faciles à avoir. L'autre question litigieuse est peut-être comment on utilise les surplus. Puis, dans notre mémoire qu'on a déposée en commission parlementaire en réaction au rapport d'Hamon, pour nous, l'utilisation des surplus doit se faire de façon ordonnée. Les surplus ne doivent pas être dilapidés à partir du moment où on en a. Ça, c'est clair pour nous. Donc, la position syndicale, donc utilisation ordonnée des surplus d'un maximum de 20 % sur 5 ans. Donc, ça, c'est une position qu'on défend. La position patronale, bien, possibilité d'utilisation totale des surplus pour des congés de contribution ou autres. Ça, j'ai l'impression que c'est une question qui va être tranchée par le gouvernement, que le gouvernement va devoir trancher. Climat de discussion, c'est toujours, bien, c'est sûr qu'on est encore au début des discussions, mais il y a toutes sortes de choses qui se disent là-bas. Mais ce qu'on sent de la part de la partie patronale, c'est que la pérennité des régimes de retraite dans leur tête à eux, puis on l'a entendu à de multiples reprises dans différents forums, pour les employeurs, la pérennité des régimes de retraite, ce n'est pas une priorité. Pour eux, la priorité, c'est la pérennité de leur entreprise. J'ai entendu le monsieur de Bombardier, j'ai oublié son nom, dire « Bombardier, c'est une entreprise qui fabrique des avions. Ce n'est pas une entreprise qui a comme core business, là, de mission principale, de gérer un régime de retraite. » Donc, le climat, la toile de fond est un peu autour de ces enjeux-là, surtout avec l'arrivée des nouvelles normes comptables. Pour les enjeux pour les régimes du secteur privé, bien, ça, je vous en ai déjà parlé. C'est une tendance qui est lourde, qui est là, qui est présente, qu'on ne peut pas ignorer. Donc, depuis 1976, nos régimes à prestations déterminées ont tendance à se convertir en régime à cotisation déterminée. Donc, puis là, mon graphique arrête à 2008, mais s'il allait jusqu'à 2014, peut-être qu'on aurait des chiffres encore plus catastrophiques. Donc, c'est une tendance lourde, c'est pas juste au Québec. Sylvain nous en parlait tout à l'heure, c'est une tendance lourde qu'on voit au Québec, qu'on voit dans le reste du Canada, puis qu'on voit dans le reste du monde. Il y a certaines entreprises ici, là, où le régime à prestations déterminées qu'on a ici au Québec est le seul qu'ils ont mondialement. Donc, c'est toujours assez inquiétant. Je pense qu'il faut le garder en tête. Autre chose, puis ça ici, ça vient de Aon, qui n'est pas nécessairement ce qu'il y a de plus à droite. 75 % des promoteurs cotés en bourse ont déjà fermé au moins un régime aux nouveaux participants. 75 % des entreprises cotées en bourse ont au moins un régime orphelin, avec une disparité de traitement, où les jeunes n'ont pas accès au même régime, là. 15 % cherchent à geler leur régime dans un avenir proche. On ne peut pas ignorer ça. Attention, danger. On a eu, depuis 2008, une période de déficit, où nos régimes étaient en déficit. C'est inquiétant. On est toujours content de revoir le retour à la solvabilité. On pense que c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle aussi. Sauf que, dans les faits, le retour à la solvabilité pourrait aussi être une opportunité pour les employeurs qui souhaitent se départir de leur régime à prestations déterminées de le faire. Pourquoi? Parce qu'un régime qui est pleinement solvable, un employeur peut le fermer puis il n'y a pas d'argent à mettre dedans.
Tandis qu'un régime déficitaire, un employeur ne peut pas le fermer demain sans payer la dette qui vient avec. Donc, le retour à la solvabilité, Jean Belleville nous en parlait d'ailleurs l'année passée, c'est une bonne nouvelle, mais en même temps, c'est inquiétant pour les secteurs qui sont plus à risque. Comment ça se passe, la disparition d'un régime? Souvent, le pattern habituel qu'on va voir, c'est on va exclure les cadres ou les non-syndiqués. La première étape. Puis des fois, j'entendais des militants dire hey, « En tout cas, nous autres, on est chanceux, notre PD, on l'a gardé, les cadres, ils l'ont perdu. » Dans ce temps-là, je me dis toujours « Attention, c'est quoi la prochaine étape? » Deuxième étape, l'intégration d'une disparité de traitement. Ça, c'est l'étape qui vient tout de suite après. Souvent, ça va être, évidemment, comme on a fermé le régime aux jeunes, notre régime coûte de plus en plus cher, il est de plus en plus mature, on veut immuniser tout ça, fait qu'on va avoir une politique de placement beaucoup en obligation. Et à partir du moment où la solvabilité va s'être considérablement améliorée dans le régime, on peut le fermer ou, éventuellement, si la loi le permet, convertir ces régimes-là en régimes à prestations cibles. La solvabilité des régimes, ici j'ai un petit graphique, ça ne sort pas super bien, mais on voit quand même que la situation s'est grandement améliorée au 31 décembre 2013. Les régimes sont en meilleure posture qu'ils étaient au niveau de la solvabilité. Les régimes à prestations cibles, ce qu'on peut en dire, c'est que pendant la commission parlementaire, il y a beaucoup de groupes qui se sont prononcés en faveur de ces régimes-là. Et je peux dire que la partie patronale désire l'implantation rapide de ce type de régime au Québec. Est-ce que ça va se faire? Est-ce que ça ne va pas se faire? En tout cas, on sait que dans le reste du Canada, ça s'est fait. On sait que dans certains secteurs, ça s'est fait ici au Québec. Donc, on va attendre avec beaucoup de patience. On n'est pas pressé, mais ce qui va se passer à ce niveau-là. La restructuration, à quoi penser pendant la restructuration? Parce que vous allez être confrontés à ça. Donc, ceux qui seront confrontés à restructurer leur régime, en fait, vous avez des grands principes à respecter. L'équité intergénérationnelle, s'il vous plaît, pensez aux générations les plus jeunes. Profitez de l'occasion pour éliminer les clauses de disparité de traitement, les clauses orphelins, et je sais que certains groupes l'ont déjà fait. Pensez à comment gérer l'utilisation des surplus. À partir du moment où on part d'une page blanche pour le futur, bien, il y a peut-être des choses qu'il faut clarifier, puis peut-être même mettre dans la convention collective. Évitez les congés de contribution. Prévoyez d'avance ce qui va se passer en cas de déficit. Là, on s'en va vers des surplus, mais pensez que les déficits pourraient revenir, comment ils vont être financés, qui va les financer. Pensez peut-être en cas de surplus à une indexation conditionnelle. C'est une belle manière de gérer le risque à l'intérieur d'un régime de retraite. Donc ça, c'est des beaux principes que nous, que la FTQ vous suggère en matière de régime de retraite. Mais je vous dirais qu'il y a d'autres intervenants qui ne pensent pas nécessairement comme nous. Vous les reconnaissez probablement. Monsieur Legault, donc 1 an pour négocier, sinon les villes peuvent trancher. Le deuxième, il y en a qui le reconnaissent? Les municipalités, là? Monsieur Forêt, partage 50-50 du financement incluant les déficits passés. Monsieur Legault? Pardon? Alors, notre Parti libéral partage 50 du financement incluant les déficits passés. Monsieur Labombe, partage 50-50 des déficits incluant le passé, décréter les conditions de travail. Et bien sûr, on a d'autres lobbies, Mme Hébert, puis il y en a plusieurs, je pense que c'est Sylvain qui en a parlé tout à l'heure. Donc, modification unilatérale des prestations accessoires et des régimes à cotisation déterminés pour les régimes du secteur public, élimination des subventions de retraite anticipées. M. Dorval, qui est pour la modification universelle des prestations accessoires. On a Force Jeunesse, qui est quand même un lobby, qui demande à ce qu'il n'y ait pas de disparité de traitement. Donc, participation des retraités au déficit futur. Il est en faveur des régimes à prestations cibles. Et Mme Bertrand, modification unilatérale de l'indexation et des retraites anticipées. Dernier rappel sur nos positions en matière de santé financière à la FTQ. Donc, on a besoin, très globalement, on a besoin de bons régimes de retraite.
On a beaucoup parlé dans cette présentation-ci des régimes d'employeurs, mais la base, c'est des bons régimes de retraite publics bien financés. Il faut bonifier le RRQ, ça presse. On a besoin de régimes complémentaires qui soient efficients, avec la latitude nécessaire pour innover. Il faut éviter les clauses de disparité de traitement et penser au RRFS pour ceux qui n'ont pas de régime ou qui sont à régime à cotisation déterminée. L'épargne individuelle, pourquoi pas? Et comme disait Daniel ce matin, l'épargne individuelle, c'est le crémage, ce n'est pas le gâteau. Donc, on a un outil à la FTQ qui est quand même proposé, qui est à faible coût au niveau des frais de gestion, qui est les fonds de travailleurs, en fait, le fonds de solidarité de la FTQ. Alors, je vous remercie de votre écoute. Alors, on a le temps peut-être pour quelques interventions. Oui. Alors, on commencerait avec le micro 3. Oui, Stéphane Caron, syndicat des employés de soutien de l'Université de Sherbrooke, SCFP 7498. J'ai une petite question, moi, par rapport au processus de forum du gouvernement. Oui. Je me pose la question, il est où notre rapport de force? Parce que présentement, on voit que les gens ont été invités à ces tables-là pour aller parler avec le gouvernement, présenter la position des syndicats, et quand on voit que ça se résume à remplir des formulaires et à dire au gouvernement c'est quoi nos revendications, il est où le rapport de force quand on n'a pas de droit de grève lors d'une négociation? C'est ça ma question. Bien, c'est une excellente question. En fait, effectivement, pour le secteur universitaire, il n'y a pas eu de rencontre encore des forums. Ils ont formulé certaines questions auxquelles les intervenants ont été amenés à répondre. Évidemment, le projet de loi n'est pas déposé, il va sûrement avoir des rencontres, mais je vous dirais que c'est particulier, cette tenue-là des forums. Puis vous allez sûrement en avoir là, des rencontres au niveau du secteur universitaire. Parce que d'habitude, en tout cas dans la mentalité des gouvernements, souvent, ils vont déposer un projet de loi, puis après ça, bien, vous irez défendre vos points de vue et on verra ce que ça donnera. Là, ce que Mme Maltais a décidé de faire, c'est d'ouvrir la possibilité au dialogue. Elle nous a annoncé ses couleurs, elle a dit « Moi, là, le gouvernement, on a fait notre lit sur un ensemble de mesures. Maintenant, sur l'application de ces mesures-là, on vous donne la possibilité, parce que vous savez que le comité d'amour, là, il n'y avait personne du mouvement syndical, puis même du milieu patronal, là, le conseil du patronat n'était pas là. Donc, elle nous a dit, elle s'est dit, en tout cas, c'est peut-être plus dans la traduction du Parti québécois, de dire, on va mettre les gens face à face, puis s'ils sont capables de s'entendre sur certaines affaires, tant mieux, on aura juste à mettre ça dans un projet de loi. Mais après, là, qu'il va y avoir l'écriture du projet de loi, c'est clair qu'il va y avoir une commission parlementaire, puis pour répondre clairement à ta question, le rapport de force, bien, il va falloir, si c'est un projet de loi qui ne nous convient pas, il va falloir qu'il se manifeste autrement, parce qu'on va devoir vivre avec la loi après, une fois qu'elle va être adoptée. Là. On va devoir vivre avec. Mais il y a comme une étape de plus qui a été rajoutée par le PQ. On a un micro 3 populaire. Oui. Bonjour, Nicolas Lapierre, syndicat des métallos à Sept-Îles. J'ai une question un peu à court terme. Ça ne réglera pas le problème, mais le fait qu'on soit en élection, est-ce que c'est envisageable que l'échéancier pour la négociation du 1er juillet 2014 soit inatteignable, dans le sens que on ne sait pas quel gouvernement qui va être là, le temps qu'il retourne en chambre, on sait que ça ajourne avant l'été. Qu'est-ce qui peut se passer là-dedans? En fait, je pense que l'échéancier qui a été présenté par Agnès Maltais est à peu près pas réalisable. Je pense que ça risque d'être décalé. De combien de temps? D'un mois, 2 mois, je ne sais pas. Et le contenu du projet de loi risque d'être pas mal différent, dépendamment de si on a un gouvernement caquiste ou libéral ou péquiste. Donc, je pense qu'effectivement, les dates risquent d'être décalées un peu. Mais chose certaine, c'est qu'il y a un consensus auprès des partis qu'il doit se passer quelque chose dans le dossier de la retraite. C'est le contenu qui risque de modifier en fonction de l'agenda électoral. Oui, André. André Fleury, regroupement des syndicalistes à la retraite. D'abord, chapeau pour les positions qui sont défendues par le FTQ dans le dossier.
Petite question qu'on m'a demandé de poser. Est-ce que la position à ce qu'on baisse la rente inclut aussi l'indexation dans la position de la FTQ? Oui, oui, oui. Oh, oui, je ok. l'ai dit, je l'ai dit. C'est ce que j'avais cru comprendre. La position de la FTQ, c'est qu'on ne touche pas aux retraités, ni à la rente de base, ni à l'indexation. Bon, alors maintenant, moi, la salle a été très tranquille pendant toute la présentation. Il n'a réagi qu'une fois. C'est quand on a parlé d'évaluer la capacité de payer des contribuables. Oui. C'est justement là-dessus que je voulais me poser moi, une question à la ministre Maltais, mais comme tu as dit qu'on ne pouvait pas poser des questions à une seule personne qui va être à l'avant, donc je vais faire mon petite intervention là-dessus, sur cette question-là. Effectivement, il faut bien comprendre que cette question-là, de faire en sorte que la CRT qui va trancher à la fin, si elle n'a pas eu d'accord, pourrait s'appuyer sur un avis d'un fonctionnaire municipal pour trancher du contenu des conditions de retraite sur la capacité de payer des contribuables des municipalités. Oui. Ça, c'est quelque chose de tout à fait nouveau, je dirais même totalement révolutionnaire. Et j'aurais posé la question à la ministre, je veux dire, comment est-ce que le fonctionnaire va être capable d'évaluer la capacité de payer des contribuables de chacune des villes? L'autre question que je lui aurais posée, ce principe totalement révolutionnaire, tellement intéressant, est-ce qu'on ne pourrait pas l'appliquer pour d'autres demandes d'augmentation des tarifs de services publics, comme le transport en commun? Ou est-ce qu'on ne pourrait pas l'appliquer, puis je ne pense pas qu'ils l'ont fait, au mois d'avril prochain, nous allons avoir une augmentation des tarifs de l'électricité de 4,3 %. La Régie de l'énergie qui a tranché, qui a baissé la demande d'hydro de 4,8 à 4,3. À ma souvenance, je ne pense pas que la Régie se soit penchée sur la capacité de payer des citoyens québécois. C'est les questions que j'aurais aimé poser à la ministre. Je ne sais pas si, à un moment donné, elle pourrait répondre à ça. Ça serait intéressant. Mais André, peut-être que tu pourrais la... Je pense sincèrement, André, que la capacité de payer, c'est une position qui est partagée par les trois partis qui vont être... par les deux partis, en tout cas. C'est une question qui se pose, là. Peut-être pas les trois partis, mais certainement deux des trois. Mais tu pourrais la poser, mais la poser aux trois candidats. Comment peut-on évaluer la capacité de payer des municipalités? Parce que c'est l'argument principal qui est utilisé pour... ouais, mais tu pourrais la poser, je pense. Marc? Oui, juste en lien un peu avec ce que Stéphane Caron disait à l'université. Marc Ranger? Oui, pardon. Marc Ranger, directeur adjoint au Syndicat canadien de la fonction publique. Faire le lien avec ce que Stéphane Caron disait de l'Université de Sherbrooke. Oui. Je pense que vous avez vu, on a commencé à bâtir une coalition. Quand on se demande ce qu'on peut faire pour réagir par rapport au projet de loi puis ce qui se dit sur les régimes de retraite, bien, c'est sûr que la solidarité syndicale, elle y fait pour beaucoup. On a parti un peu au mouvement où on dit le droit à la négociation, c'est fondamental. Les régimes de retraite, on ne cherche pas la confrontation, mais plutôt justement des arguments pour amener à les faire bouger. Depuis quelques semaines, on a commencé sur le terrain de l'UMQ. On a bâti une coalition pompiers, policiers, employés col bleu, col blanc, le transport terrestre, chauffeurs d'autobus, employés de bureau qui se joignent à nous aussi. Fait qu'il y a des moyens, on travaille, puis en commission parlementaire, on l'a fait avec la FTQ en étroite collaboration, faire véhiculer le même message, et ça commence à faire bouger. On a eu des rencontres avec la ministre Maltais, les différents partis. C'est sûr que la CAQ, on ne se fera pas d'illusions par rapport à ça, mais je pense que les prochaines semaines, d'ici le 1er juillet, ça va être aussi crucial, puis on va voir à élargir un peu cette solidarité-là syndicale pour faire des gestes, parce que le premier projet de loi qui va tomber, qui attaque le secteur municipal, bien, c'est les principales balises après ça qui vont s'appliquer ailleurs. Donc, on a intérêt à se serrer les coudes, tout le monde ensemble, puis de bouger très, très rapidement, parce que s'il y a un dépôt du projet de loi au mois de mai, après ça, au 1er juillet, ça va être fait, ça va être adopté. Donc, on vous invite à suivre ça, puis on va faire un appel à tous. Merci. Merci, Marc. On dirait qu'il y avait juste un micro dans la salle aussi. Micro 3? Ah non! Est-ce qu'il y a d'autres interventions, d'autres questions? Oui? Si j'ai bien compris, aucun pouvoir, aucun rapport de force. On est obligé d'aller négocier sur des régimes qui sont vraiment déficitaires. Donc, pour moi, c'est automatiquement des concessions. Il faut négocier, les deux mains liées. La seule chose qui nous resterait peut-être, parce que
On a 6 mois pour négocier. Après ça, il va y avoir, on disait qu'il y avait 110 municipalités qui étaient déficitaires là, à partir de 2012. Là, si on considérait les chiffres de 2012, ça veut dire qu'il va probablement avoir 110 personnes conciliateurs. On n'apprend pas ça au cégep, on n'apprend pas ça au secondaire, on n'apprend pas ça à l'université. Est-ce qu'on peut tous s'en aller conciliateurs puis être capable de faire la conciliation? J'imagine qu'ils sont en période d'embauche. OK. Mais effectivement, c'est un problème qui a été soulevé dans nos forums. Est-ce qu'il va y avoir le nombre de conciliateurs compétents suffisant pour répondre à cette demande-là dans un délai raisonnable? C'est une question qui a été soulevée durant les forums. Il n'y a pas d'autres questions? Pas d'autres interventions? Écoutez,